Le premier constat concerne sans aucun doute l'apparition d'un certain nombre d'incohérences. Le deuxième constat concerne la mutation du modèle de financement de l'économie européenne. Le troisième constat, qui ressort de façon particulièrement prégnante dans l'enquête réalisée par TNP, concerne la baisse de rentabilité des banques. Le quatrième constat concerne les distorsions de concurrence. Le cinquième constat concerne la disparition du rôle de teneur de marché. Le sixième constat concerne l'essor de ce que certains appellent le shadow banking. Notre monde danse à nouveau sur un gigantesque volcan de dettes. La deuxième observation concerne le fait que nous devons revenir à une vision de long terme. La finance doit être régulée. Affaiblir nos banques, c'est accepter que demain, notre pays soit contraint de passer par des banques étrangères pour lever de la dette sur les marchés. Affaiblir nos banques, c'est accepter que demain, nos entreprises soient contraintes de passer par les mêmes banques étrangères pour financer leurs projets et leur développement. Est-ce vraiment ce que nous voulons ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement, le risque de crise a été réduit par l'avalanche de réglementation auquel le monde financier fait face ? L'interaction entre la politique monétaire d'une part et la politique réglementaire d'autre part n'a pas également été suffisamment appréciée en amont. Or, dans un certain nombre de domaines, et notamment sur la question des marchés financiers, les deux types de mesures prises ensemble peuvent créer des conditions d'émergence de nouveaux risques avec une amplitude extrêmement sérieuse. Est-ce qu'effectivement, la régulation a eu un impact fort sur l'octroi de crédit ? Il y a plus de prêts octroyés aux entreprises, plus de prêts octroyés aux particuliers aujourd'hui qu'il y en avait au moment de la crise financière. Donc, effectivement, la réglementation n'a pas empêché cette croissance des crédits. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, à la tête de votre banque, qu'il y a une coordination entre ces différents régulateurs, ou est-ce qu'il y a une forme de compétition entre eux ? Solva 2, c'est dramatique quand on l'imagine. C'est dramatique, bien sûr, pour les assureurs qui doivent l'appliquer, mais surtout dramatique tant pour l'immobilier que sur le capital investissement. On a simplement demandé par cette réglementation, sans doute très intelligente, aux assureurs d'avoir des fonds propres considérables en face de certains risques. Risques immobiliers, capital investissement. Que font les assureurs aujourd'hui ? Ils ont été contraints de réduire, bien évidemment, les investissements immobiliers, les investissements de capital risque. Si ce ne sont plus les assureurs, c'est-à-dire si ce ne sont plus les investisseurs institutionnels qui investissent, qui pourra investir ? L'Europe met très longtemps à publier ces textes parce que le dialogue, le trilogue est très très long. Et en fait, quand le texte est publié, c'est en général 5 ans après que l'idée est germée dans l'esprit de nos régulateurs. Et en général, l'environnement a légèrement changé. Est-ce que vous voyez entre tout cet afflux de réglementation une cohérence, ou est-ce qu'il y a des moments où c'est compliqué pour vous, vous arrachez les cheveux entre ce qu'on appelle souvent des injonctions contradictoires ? Beaucoup de pans de la réglementation défavorisent l'investissement à long terme. Après, on manque aussi un peu de courage et du coup, on veut tout réglementer. Et en fait, ce qui est nécessaire, c'est plus d'avoir une balance entre une réglementation très sûre, mais aussi ne pas annihiler l'économie et les financements de l'économie. Sur la cohérence, en 2 mots, il faut savoir que toutes ces réglementations viennent avant tout de marchandage. Chaque pays défend un petit peu son beefsteak. Et du coup, ça fait des réglementations indigestes et où chaque réglementation est faite en silo. Et tout ça fait que ça prend du temps, et ce qui pénalise beaucoup les banques, c'est non pas la réglementation, mais la stabilité. Les politiques réglementaires, et notamment prudentielles d'une part, et les politiques monétaires n'ont pas été coordonnées. Et le fait est qu'elles ont des effets totalement contradictoires. Moins d'acteurs sur les marchés financiers.
alors il peut rester des market makers. C'est une catégorie qui existe, hein. Mais comme ça a été très bien expliqué précédemment, c'est de plus en plus cher, de plus en plus compliqué. Et déjà, avant toute cette réglementation, j'ai été patron de salle de trading, c'est pas quelque chose qui rapporte beaucoup d'être market maker. Donc c'était plutôt l'accompagnement d'activités de trading ou d'activités pour le compte de clientèle. Je crois qu'il y a un décalage profond aujourd'hui entre le politique, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir réglementaire, et que cette distorsion d'approche aboutit aux crises, à l'excès que nous connaissons. Il nous faudrait, je pense, enfin je le dis, quand on parle de l'Europe, on dit qu'il est indispensable de nous retrouver avec une Europe sociale. Aujourd'hui, nous sommes dans une Europe réglementaire bancaire qui va exactement dans le sens inverse de ce qu'un pouvoir politique fort en Europe pourrait suggérer, recommander. C'est directement la conséquence de la politique monétaire que d'avoir une réglementation qui in fine va étouffer le financement de l'économie, puisque à force d'empiler des coussins de sécurité, ben, on va moins prêter. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous craignez que les marchés puissent réagir dans une période peut-être encore plus stressante que celle que l'on connaît aujourd'hui? Ce qu'on a, c'est un déséquilibre qui va croissant sur un certain nombre de classes d'actifs entre l'offre et la demande de liquidité. L'offre de liquidité, j'en ai parlé, les teneurs de marché traditionnels sont moins nombreux, moins profonds, moins durables dans leur intervention en réaction aux exigences prudentielles qui pèsent sur eux. Face à ça, la demande de liquidité, elle va croissante pour un certain nombre de raisons. D'abord, le volume d'actifs augmente, tout simplement parce que la politique, le niveau des taux a incité un certain nombre d'intervenants à émettre ou à réémettre. D'autre part, le niveau de valorisation a augmenté, donc toute chose égale par ailleurs, de toute façon, il y a eu une dilatation de la masse des actifs financiers. Et puis, les acteurs qui portent ces actifs-là sont eux-mêmes de plus en plus des acteurs de court terme en proportion. Jusqu'à présent, ces phénomènes d'ajustement des prix se sont passés de manière brutale, mais on en est sorti avec un nouveau prix, mais une situation qui, pour le reste, ressemblait assez à la situation qui prévalait auparavant. Moi, ce que je crains, c'est qu'on puisse avoir des phénomènes de rupture maintenant. Il est évident que dans le système que nous avons conduit jusqu'à maintenant, les bilans des assureurs et des banquiers jouent un rôle d'amortisseur considérable sur des mouvements que l'on pouvait voir sur les marchés. Aujourd'hui, ces amortisseurs disparaissent. On est dans une situation où demain, la moindre crise qui va faire bouger la valorisation de l'ensemble des actifs à notre bilan aura des répercussions immédiates sans que personne ne puisse, entre guillemets, intervenir pour inverser la tendance. Et c'est ça, c'est cette instantanéité du bilan et de valorisation du bilan qui crée un nouveau risque aujourd'hui sur les marchés. Quand on voit tout type d'entreprise, on imagine l'expansion. Et vous, peut-être du fait de la réglementation, votre question, c'est comment je peux réduire mon exposition, mon business, mais en gardant des ambitions d'entrepreneur. À part les États-Unis, si on a un modèle un peu singulier, en fait, les autres pays votent contre. On doit avoir avant tout une stratégie de défense de nos modèles. Aujourd'hui, les marchés financiers, les acteurs des marchés financiers sont un peu comme les ours blancs face au réchauffement climatique. Le fait est que pour le moment, chacun est sur un bout de banquise qui a tendance à se rétrécir. Donc la question va se poser à un moment donné de comment on en sort. Et on en sortira de manière évidente. La question, c'est est-ce qu'on en sortira par une crise qui nous obligera à repenser un certain nombre de modèles, ou est-ce qu'on réussira à en ressortir avant une crise? Je crois que les régulateurs de par le monde ont cherché à acquérir cette indépendance à la fois dans leur gouvernance, dans leur mode de fonctionnement, mais on voit bien, quand on prend la région Europe, avec cette juxtaposition de régulateurs nationaux à qui on a laissé une part de leurs activités, je dirais, naturelles, mais pour d'autre part, eh bien, ils reportent maintenant à la BCE, on sent une certaine instabilité. Hein. Il n'y a que devant tout le monde qu'on va dire que tout ça fonctionne très bien, mais au total, on sait bien qu'il y a des zones de friction énormes entre les régulateurs nationaux et la BCE. Comment, effectivement, en termes d'application,
vous vous en sortez avec des textes aussi complexes, avec des différentes interprétations. Quels sont les guidelines que vous donnez dans l'ensemble de la banque avec cet afflux réglementaire? Vis-à-vis des régulateurs, c'est également qu'ils comprennent un petit peu le processus de mise en œuvre des réglementations et qu'ils tiennent compte de l'avis des professionnels en amont dans l'exécution et la mise en œuvre des réglementations pour les rendre plus efficaces et plus productives. Il faut que la conception, l'harmonisation des réglementations soit davantage pensée pour que, disons, on puisse anticiper ces besoins et construire des produits et des systèmes beaucoup plus souples qui puissent répondre à ces réglementations. Que la Commission européenne s'est interrogée sur les effets néfastes donc, de la régulation qu'elle a mise en place. Le Call for Evidence qui justement interroge les banques sur l'impact cumulé des différentes réglementations. Et on comprend que la Commission européenne veut que les banques fournissent des preuves concrètes d'effets néfastes ou d'effets contradictoires ou d'effets, je dirais, qui iraient au détriment des marchés financiers. Imaginez qu'au G20, les États-Unis parlent, vous avez parlé du G20 tout à l'heure dans la présentation, dans le G20, les États-Unis parlent bien sûr d'une seule voix. L'Union européenne est présente au G20, mais il y a les 4 plus grosses économies européennes qui sont présentes également. Je pense que beaucoup de nos sujets de réglementation reposent sur une différence politique et une faiblesse politique européenne. Quand on fait appel à TNP, qu'est-ce que l'on vous demande justement par rapport à ces questions réglementaires? Donc, dans le cadre de la mise en œuvre, les établissements doivent travailler sur des interprétations jusqu'à ce que la règle finale soit publiée. Et elle n'est jamais publiée très en avance pour le coup. Dans les deux cas, lorsque vous êtes une banque internationale, vous devez gérer à la fois l'interprétation générale et sa publication tardive. Vous devez gérer également la déclinaison locale. Et enfin, vous devez gérer la prise en compte dans les systèmes. Si vous avez un système global, la prise en compte des spécificités locales. Et si vous avez des systèmes locaux, la prise en compte de la démultiplication de la prise en compte globale de la règle. Est-ce que vous avez le sentiment que cette surrégulation a eu des impacts très importants sur l'organisation de votre banque et des banques en général? Cette surrégulation empêche une certaine forme de consolidation qui serait pourtant bien nécessaire en Europe. Au total, on s'aperçoit que l'organisation de la banque commence, et on l'a vu dans la première partie de ce petit déjeuner, commence un petit peu à se figer en l'attente, je dirais, de la maturation des réglementations. Ce que je pense qu'il faut, à quoi il faut s'habituer, c'est avoir une vision prospective de plus long terme en se disant l'intégration des systèmes va de toute façon nous faciliter la vie vis-à-vis de toutes les réglementations qui vont débouler les unes après les autres. Il faut essayer, c'est difficile, d'intégrer dans le business case le flux actualisé, on va dire, des futures réglementations. À peine a-t-on publié le Common Reporting Standard qu'on est obligé de publier un handbook qui explique aux 100 pays concernés quelles sont les 40 options sur lesquelles ils doivent prendre position. Donc on a déjà défini un standard, donc on sait qu'il y a 40 options à la carte que les 100 pays peuvent choisir. Donc effectivement, là, on se complique forcément la vie. Est-ce qu'on a moyen parfois d'estimer ce qu'est leur efficacité, et est-ce qu'il y a des exemples quand même d'efficacité qu'on peut apprécier et relever? On ne conteste pas l'utilité de la régulation, et ce qu'on dit, si on est critique, c'est le manque de visibilité, le manque de stabilité, le manque de cohérence entre elles. C'est surtout ça qui rend notre tâche difficile. Et le shadow banking, ça vous inquiète, ça, ou pas? Est-ce qu'il y a un intérêt, en fait? Est-ce qu'il y a une opportunité ou une menace autour du shadow banking? Alors, je dirais, d'un point de vue purement égoïste au niveau des banquiers, oui, alors, il y a une menace parce qu'en effet, ils arrivent en compétition avec les banques, mais sans les mêmes contraintes, puisque, on a bien compris, ne sont pas réglementés, alors que les banques sont réglementées et assez lourdement. 2012-2013, on a franchi une étape au niveau des directions de la conformité,
au regard de la prise de conscience de l'importance du sujet dans les banques. Ça a permis de mieux positionner les directions de la conformité au sein de la banque, de l'opérateur de base jusqu'au top management. Enfin, je veux dire, si on voit l'évolution de ce positionnement sur les années, c'est considérablement amplifié, accéléré et approfondi. Et ça, je dirais, c'est une bonne chose pour tous au moment où on parle de culture et conduite. Je vais vous demander, chacun en 1 minute, de faire un call for evidence. Qu'est-ce que vous diriez à Bruxelles de ce qu'il faut changer ou de ce qu'il faut conserver? Notre mode de fonctionnement, on essaie de centraliser un certain nombre de choses et il y a des règles qui poussent à la décentralisation. Et ça, c'est un problème en termes, encore une fois, de budget, de rentabilité. Moi, j'aimerais bien une pause réglementaire qui permettrait à nos amis de Bruxelles de lire à peu près les milliers de pages qu'ils ont pu écrire au cours des dernières années et d'en faire la synthèse pour voir qu'est-ce qu'on devrait en garder et peut-être relâcher en termes de pression sur les banques. La demande, c'est d'implémenter une réglementation comme MiFID II en évitant le gold plating, le rajout de contraintes particulières en Italie, en Angleterre, aux Pays-Bas, en France ou ailleurs. Voilà. L'Union européenne a estimé, ils ont fait cette étude au moment de la régulation, que ça entraînerait 0,3% du PIB de dépenses annuelles, le coût de la régulation. Hein. Donc en France, ça ferait 6 milliards d'euros par an. Dans des mondes où les établissements essaient de contraindre leurs frais généraux, on voit qu'il y a une ligne qui explose, hein, je dis bien qui explose, c'est la ligne qui concerne la conformité, et derrière ça, c'est la conformité réglementaire. Il y a 10 ans, on considérait que le taux de retour sur equity des établissements financiers, ça devait être 15%. Bon, ben c'est ça qui était faux. Alors aujourd'hui, on peut se plaindre qu'on est content avec 10%, et que c'est difficile d'atteindre 10%, mais c'est les 15% qui étaient faux.